Et donc c'est là que, bon, bien sûr, on peut en déduire l'axiome suivant. Forcément, si A égale de grands pouvoirs, B égale de grandes responsabilités. Voilà, c'est comme ça qu'est né cet adage. Et... Attendez... C'est le cours sur la franco-belge en fait. Mais dites-le avant que je commence le cours et que je vous saoule pendant des heures. Bon, on en était à quoi ah oui, Spirou. 2 secondes, je réarrange un peu tout. Et voilà. Alors, pour être tout à fait franc, je n'ai pas très envie en fait de faire cet épisode en fait. Comme j'ai expliqué en fait au début de l'épisode précédent, donc le 2e épisode qui parlait donc de Il y a un sorcier à Champignac, je fais pas cette série de rétrospectives sur les albums de la série régulière des aventures de Spirou et Fantasio, avec l'envie de casser du sucre sur ma série de BD franco-belge préférée. Surtout vu le temps que ça me demande, je veux dire un petit commentaire sur des sites comme BD Tech ou BD Gest, franchement ça prendrait moins de temps. Et vu le nombre de commentaires de ce genre, je me dis que ça doit quand même défouler un petit peu. Je sais pas, j'en ai jamais fait. Mais bon, heureusement, c'est, je pense et j'espère, la seule fois que je vais vraiment casser du sucre sur un album. Parce que si je trouve le premier album, 4 aventures de Spirou et Fantasio, certes très mal réfléchi, mais quand même un petit peu attachant et avec justement quelque chose au niveau de l'historique, du style de Franquin, je suis beaucoup plus intraitable sur les chapeaux noirs. Ça n'a ni queue, ni tête. En tout cas en tant qu'album. Sur les histoires en elles-mêmes, c'est plus discutable. Mais bon, justement, on va discuter de tout ça après le générique et ça va me permettre de m'asseoir et de, voilà, comme d'habitude. Et tout autour du monde, à traquer les mauvais. Ceux qu'on affronte savent que l'on est Spirou, héros dans l'âme, pas un temps assez fou pour braver les flammes, même contre vents et marées. Car voyez-vous, le problème avec cet album, c'est qu'il est étrange. C'est, alors, tout comme le premier album avant lui, un ouvrage composé de plusieurs histoires tirées du journal de Spirou. Bon, alors, après le récit complet, Il y a un sorcier à Champignac, c'est un peu dommage, mais c'est pas ça qui me dérange au final, Je veux dire, c'est pas à mon goût personnel, mais c'est clairement pas grave. Non, par contre, c'est la façon dont sont agencées les histoires qui me chagrine beaucoup, car ce 3e album fait le miracle de faire encore moins sens au niveau de son agencement que le tout premier. Car commençons par établir un fait. Si tout le monde l'appelle Les Chapeaux Noirs, ce n'est pas le vrai nom de cet album, comme le montre la couverture. Voilà. Il s'agit de Les Chapeaux Noirs et 3 autres aventures de Spirou et Fantasio. Et ça déjà, ça en fait le titre le plus long de toute la série, mais en plus c'est assez étrange de mettre en avant un seul des 4 récits, comme dans le tout premier album. Pourquoi ne pas l'appeler 4 autres aventures de Spirou et Fantasio? Ou alors, je sais pas, encore plus d'aventures avec Spirou et Fantasio, c'est vrai qu'on perd 4, mais du coup 4 autres aventures, ça marcherait bien quoi. Sauf que le premier album de la série, en fait, a le bon sens de prendre 4 récits du même auteur et qui se suivent chronologiquement. Certes, on prend l'histoire, il manque le début de la première histoire, mais bon, au moins il y a déjà ça. Donc on voit l'auteur affiner son style, terminer plus doué, plus sûr dans son dessin qu'au début de son œuvre. Et ça déjà, c'est pas mal, c'est une raison qui peut se tenir de faire un album, d'autant plus avec un numéro 1. Mais là, mélanger 2 auteurs différents, avec des histoires qui datent d'avant l'album numéro 2, voire même avant l'une des histoires de l'album numéro 1, c'est quand même un sacré grand écart, et il va me falloir de très bonnes histoires pour rester calme. C'est pas vraiment le cas. Bon, reprenons les choses plus normalement. Nous avons ici 2 auteurs. Franquin, que nous connaissons bien, et un autre auteur que j'ai déjà mentionné, celui qui est théoriquement l'ancien tenancier de Spirou et Fantasio, JG, alias Joseph Gillin.
Car oui, les éditions Dupuis, ça reste encore un petit monde. Et si on connaît certes des fractures assez nettes aujourd'hui entre les auteurs, où clairement, quand l'ère d'un auteur se finit, c'est vraiment la fin, c'est pas encore vraiment le cas à ce moment-là. Je veux dire, la seule fracture assez nette qu'on a vue, c'était avec Rob Vell. Et en fait, elle s'est faite à cause de raisons totalement indépendantes de la volonté des scénaristes, des dessinateurs et de l'éditeur, puisqu'en fait c'est à cause de la Seconde Guerre mondiale. D'abord parce que Rob Vell, guerre oblige, il est mobilisé. Il dessine un peu depuis le front, et puis forcément il a beaucoup d'aide donc de son assistant Luc Lafnay et de sa compagne Blanche Desmoulins. Puis après il est blessé au combat, il est fait prisonnier. Bref, c'est là qu'on commence à demander à JG de remplacer Rob Vell de fin 1940 à début 41. Mais une fois libéré, Rob Vell reprend. Malgré les difficultés à communiquer, parfois, entre la Belgique et la France, qui sont, c'est toujours la guerre, l'occupation, tout ça. Et du coup, on a un Spirou un peu plus fantasque chez Rob Vell à ce moment-là, qui cherche vraiment à dépayser son lectorat, ce qui se comprend, parce que le mec, il essaye aussi peut-être un petit peu de se dépayser lui-même. Je veux dire, il a été à la guerre, même pire, il a été prisonnier de guerre. Et en plus, la Belgique comme la France sont occupés par des gens pas super bienveillants, qui apprécient pas mal le cuir et qui croient beaucoup aux vertus de la censure et de Madame Anastasie. Bon, et là je me rends compte que j'ai commencé un petit peu à faire un peu le récit finalement de Spirou pendant la Seconde Guerre mondiale. Allons-y, continuons. Pendant un moment, en fait, le journal de Spirou réussira à passer à travers les mailles du filet de cette censure, avec l'aide notamment d'un major allemand, le major Kreft, qui n'est pas très fan des idées du petit moustachu qui crie très très fort, et en plus c'est même pas pour faire « Mamma mia !» Ne faisant donc pas partie de l'amicale des leveurs de bras, le major Kreft réussira donc à protéger un chouïa le journal de Spirou pendant quelques temps, lui permettant d'avoir encore du papier pour imprimer, de ne pas regarder de trop près les messages du courrier des lecteurs, où Jean Doisy fait passer des messages cachés pour la résistance. Jean Doisy, plus connu sous le pseudonyme de Fantasio, personnage qui apparaît d'ailleurs pour la première fois au spectacle de marionnettes de Spirou, même si à l'époque Fantasio il est brun. Mais bref, malgré, on va dire, tout ce qui se passe autour, Spirou, ça marche super bien. Le club des amis de Spirou, l'ADS, a carrément 17 000 adhérents. Mais l'occupant n'est pas fan des mouvements dont il n'est pas l'auteur. Si quelqu'un doit endoctriner la jeunesse de Belgique, ce sera les jeunesses du moustachu, merci bien. Bref, la protection ne marche qu'un temps, les difficultés d'approvisionnement en papier commencent à arriver, et c'est en prétextant un peu la crainte de perdre encore plus les communications entre Paris et les éditions Dupuis, que la famille d'imprimeurs-éditeurs va demander à ce que Rob Vell leur cède les droits du personnage de Spirou. Bien sûr, quelque part en filigrane, on peut aussi se dire qu'il y a l'envie de posséder le personnage totalement, au cas où, mais Rob Vell accepte. Et c'est ainsi que, chose rare en Europe, un journal et un éditeur va posséder totalement un personnage. Ce qui fait de Spirou le personnage de franco-belge le plus proche du comics dans son côté protéiforme et multigénérationnel. Bon, et je sais qu'à la base, j'avais commencé ce récit, vraiment juste pour vous expliquer pourquoi la rupture avec Rob Vell, elle avait été nette, mais bon, je sais pas quand je pourrais raconter la suite de cette histoire, de la Seconde Guerre mondiale et tout ça, donc bon, je continue un peu. Et puis, de toute façon, cet épisode va être la foire d'histoires de coulisses, donc de toute façon, un peu plus, un peu moins... Déjà, Rob Vell avait un peu d'avance sur les histoires de Spirou, donc ce qui fait que c'est encore ces histoires que l'on retrouve jusqu'à l'interdiction de la parution du journal de Spirou par l'occupant en 1943. Pourquoi cette censure? Alors, pas mal de raisons. Alors, certaines raisons sont logistiques, comme le besoin en papier de l'occupant. Ça coûte cher, la propagande, et aussi tout simplement la communication aussi entre les armées, enfin bref, plein de choses. Et aussi, et sans doute, les actions du journal et de la famille Dupuis, par exemple, qui refusent des contrôleurs allemands internes pour vérifier les publications. Et aussi les soupçons parfaitement fondé d'ailleurs, de participation à la résistance, et aussi le fait que les Dupuis refusent d'imprimer une revue de propagande à la gloire de l'amicale du Vert de Gris aux idées courtes.
Oui, je sais, c'est la foire aux synonymes, pour pas dire le mot qui fâche YouTube. Alors, quelques histoires de Spirou et Fantasio vont quand même pouvoir exister via 2 albums, L'Espiègle au grand cœur, d'abord, puis l'Almanach 44. Mais l'occupant, il est pas si bête que ça, et il censure vraiment toute tentative de continuer ce petit manège. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des albums avant le premier album, c'est parce qu'en fait, du coup, ils pouvaient pas faire de journal, donc ils ont décidé d'appeler ça un album. Sauf que, par rapport à ce qui nous intéresse, en fait, c'est déjà JG, le véritable homme à tout faire du journal, en tout cas en ce qui concerne le dessin, qui avait repris le personnage, et qui d'ailleurs avait introduit Fantasio, le rendant blond. Lui, dans la marionnette, était brune. Bref, Spirou survit finalement les dernières années de la guerre en tant que personnage de marionnette, où on en profite quand même pour aussi faire survivre un petit peu l'esprit du journal via, par exemple, un petit bulletin de théâtre qui s'appelle Spirou Guignol. Ah, il s'accroche les bougres. Bon, il y a aussi des comédies musicales qui sont jouées par une troupe nommée les Mignonnettes, mais il y a moins de messages envers la résistance, vous en doutez. La Belgique est officiellement libérée en septembre 1944, et le journal de Spirou ne sera pas trop inquiété par ce que l'on appelle l'épuration, qui consiste, ce coup-ci, à punir ceux qui ont un peu trop collaboré avec l'amicale d'un autre genre d'épuration. Ironiquement. Le journal de Spirou commence à reparaître dès octobre 1944. Bon, JG est alors en prison, lui. Oui, parce qu'il avait une carte du parti qu'il est très naze, afin d'éviter le service du travail obligatoire, et il avait certes travaillé pendant l'occupation, parce que il faut se nourrir, mais ça veut dire qu'il a collaboré. Bon, alors certes, il dessine depuis sa cellule pendant les 2 mois de prison qu'il effectue. Oui, c'était très ferme à l'époque. Le point anecdote. Alors, je parle aussi souvent de Tintin dans cette émission, parce que soyons francs, le mec à la houppette et son chien, c'est un peu le principal concurrent de Spirou sur plein de points pendant longtemps. Et en fait, on a proposé, en 1945, aux imprimeurs Dupuis de reprendre Tintin. La famille Dupuis va refuser, parce que le journal dans lequel Hergé travaillait, Le Soir, avait notamment collaboré, et là, il y a 2 hypothèses qu'on peut faire. Donc, soit il n'avait pas envie de travailler avec un possible collaborateur au régime ancien, soit il n'avait pas envie d'être associé au vu de sa réputation de l'époque, qui reste encore un peu d'ailleurs, cette réputation, comme en témoigne pas mal de discussions sur le net, et même dans les propres commentaires de cette série de vidéos. En tout cas, on est passé à ça, d'être dans l'autre jambe du pantalon du temps, et de vivre dans une timeline, dans une ligne temporelle, où Tintin était potentiellement publié dans le journal de Spirou. Et ça, ça méritait quand même d'être mentionné. Bon, on clôt ce point anecdote, et cet interlude bien trop long sur la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, JG a passé la main à son remplaçant, André Franquin, en plein milieu d'une histoire, la maison préfabriquée, juste comme ça. Alors, à la décharge de JG, lui-même avait été traité ainsi par les Dupuis depuis longtemps, qui devait faire les remplacements de tout ce qui n'arrivait pas à l'heure, depuis la guerre. Mais JG, il est toujours là, en fait. Je veux dire, il fait des séries dans le journal, et par 2 fois, il va reprendre le personnage pour faire des histoires. 2 histoires que l'on retrouve ici, mélangées à 2 autres histoires de Franquin. Et là, ça coince un petit peu, je trouve, artistiquement. Franquin, depuis que JG lui a filé les rênes de la série en 1946, a appris à connaître les personnages, et après une période où il essayait de se rapprocher du trait de JG, a commencé à se les approprier graphiquement. Jusqu'à un point où l'on voit très clairement la différence, et où passer de l'un à l'autre est bizarre. Et donc ce qui marche dans le journal, puisque du coup on n'est pas du tout dans le même numéro, ne fonctionne pas vraiment en album, parce que c'est censé être un tout unifié. Et ça fait du mal à la cohérence de l'album. Et comme si c'était pas suffisant, en plus on mélange les époques. Regardez plutôt et dites-moi si cette répartition des histoires veut dire quelque chose. Nous avons donc notre première histoire, qui est de Franquin en 1950. Puis une deuxième histoire, signée JG en 1949. Troisième histoire, JG en 1951. Et enfin, quatrième histoire, Franquin en 1950. Y a rien qui va. Les auteurs, comme la chronologie de leur style, sont mélangés, et c'est un peu comme avoir le mal de mer, ça bouge dans tous les sens, ce n'est pas agréable à lire.
Et avec tout ça, j'ai toujours pas dit que ce troisième album, que nous allons surnommer comme tout le monde Les Chapeaux Noirs, était sorti en 1952. Et qu'on va devoir procéder histoire par histoire, comme dans notre premier épisode. Les Chapeaux Noirs. On commence donc par le récit qui donne son nom à l'album. Au moins une décision logique, sans doute la seule de l'album. Parce qu'à part surfer sur le fait que le journal de Spirou aime bien les histoires de cow-boys, je vois pas trop l'intérêt ni de cette histoire, ni d'en faire l'histoire principale, et même d'en faire le titre de l'album. Car oui, le journal de Spirou aime bien les cow-boys. Si le journal de Spirou a été le premier à faire traduire en français en fait Superman et le faire arriver en Europe, c'est une autre série américaine qui va rester diffusée dans le journal de Spirou de 1939 à 1952. Et c'est Rex Rider, ou Le Cavalier Rouge. C'est une série à la base de comic strip, donc des bandes, carrément des bandes, voilà, qui sont publiées dans les journaux, qui s'est faite par Fred Harman, qui sera par la suite compilée sous la forme de comic book, par exemple par l'éditeur américain Dell. Alors, pendant la guerre, d'ailleurs, où le journal a forcément du mal à récupérer les planches américaines, c'est carrément JG qui va dessiner les aventures du personnage, histoire que celui-ci soit toujours dans le journal. Ah, et puis aussi, depuis 1946, il y a aussi Lucky Luke, de Maurice. Et puis Maurice et Franquin, ils travaillent aussi dans le même atelier. Atelier qui est chez JG. Et aussi avec un autre collaborateur qui s'appelle Will. Et tout ce petit monde, alors sauf Will, va faire un long voyage aux USA, et oui, forcément, ça marque. Mais bon, c'est rigolo parce que Franquin, en fait, il dessinait Bruxelles pendant qu'il était aux USA, et il va faire une histoire aux USA une fois qu'il est rentré en Belgique. Toujours en décalage, le garçon. Bref, est-ce que c'est à cause de tout ça qu'on a cette histoire? C'est possible. Alors, l'intrigue est plutôt simple, le journal envoie Spirou et Fantasio enquêter aux USA pour savoir s'il existe encore, je cite, des cow-boys comparables à ceux qui firent les temps héroïques du Wild West. Ouais, non, clairement, c'est à cause des séries dans le journal. Bref, où on va pour vérifier s'il y a toujours des cow-boys? Eh bien, on fait exactement comme la classe américaine et on va au Texas. Bref, Spirou et Fantasio arrivent à la ville parfaitement normale en 1950 de Longhorn. Le point anecdote. Alors, comme j'ai fait des recherches, en fait, il n'y a pas vraiment de ville qui s'appelle Longhorn, au Texas. C'est en fait une toute petite communauté de personnes au nord de la ville de San Antonio. C'est des personnes qui vivaient là à cause de leur employeur, la Longhorn Cement Company, donc une compagnie de ciment qui aimait bien avoir ses employés sous la main tout le temps. On ne sait jamais. Donc il y avait une poste, il y avait des magasins, il y avait quelques commodités, mais alors non seulement la compagnie elle a fermé, mais en plus San Antonio a grossi en fait et a englobé le petit coin, ce qui fait qu'en fait maintenant c'est limite c'est un quartier en fait. Mais alors je pense pas que Franquin savait ça. Je pense juste qu'il a juste choisi un nom lambda qui fait américain, et les Longhorns c'est le nom de ces vaches avec des longues cornes. Longhorn, qui a d'ailleurs donné le nom à une équipe de football américain, celle de l'université d'Austin. Donc bon, plein de possibilités, et je vais faire mon anecdote que je faisais juste parce qu'en fait j'avais fait beaucoup trop de recherches. Seulement, il n'y a pas de cow-boy au Far West en 1950, mais par contre on peut trouver un homme peu scrupuleux qui leur propose d'aller visiter une ville typique où l'on vit encore, comme à l'époque, Tombstone. Et non, je refais pas un point anecdote pour expliquer que Tombstone, c'est la ville de la fusillade d'Hockey Corral avec les frères Earp, Doc Holliday et tout ça. Non, je fais pas un point anecdote parce que c'est même très important pour l'histoire en fait. C'est une fusillade extrêmement célèbre qui a fait l'objet de nombreux récits, de nombreuses adaptations, et j'en profite d'ailleurs pour parler d'une autre de mes passions dans la vie. Ça a été même adapté par une histoire de Doctor Who en 1966 qui était tournée sous l'angle de la comédie qui s'appelle The Gunfighters. Donc cette histoire a fait l'objet de nombreux films, et justement cela nous explique pourquoi un producteur de cinéma, en entendant ces deux Européens discuter à voix très haute dans la rue, se dit qu'il y a moyen de les entourlouper et de se faire un peu de pognon. Il leur dit qu'il existe encore un endroit où l'on vit à l'ancienne et engage des acteurs pour leur faire vivre, tous les poncifs d'une histoire de Far West. Attends, ça veut dire qu'ils dépensent de la moula pour gagner de la moula? Ah, et en plus, on a nos héros qui apparaissent pour une fois hyper naïfs, et pour tout dire, en fait, ils passent même pour des abrutis complets. Et alors, je pose la question, elle est un peu rhétorique, mais qui aime voir des personnages qu'il aime et apprécie passer pour des abrutis finis? Eh ben, pas moi en tout cas.
Bref, ils sont sur un décor de cinéma en plein air, on leur fait participer à des attaques de diligence, passer pour des shérifs adjoints, les boissons au saloon, oh là là, c'est du costaud. Alors Fantasio, il est KO. On se marre. Non, j'aime pas cette histoire. Tout au plus peut-on remarquer que là, Spirou est beaucoup moins prompt à utiliser des armes à feu, sans doute parce que contre des robots ça va, mais que tuer des humains très peu pour lui. Bon, de toute façon, toutes leurs balles sont à blanc. Et ils sont suivis par un type tireur d'élite qui, lui, a des vraies balles. Sauf qu'à la toute fin de l'histoire, en fait, la supercherie, elle est levée, on leur dit qu'il y avait des vraies balles, ce qui casse l'idée un peu rigolote qui pourrait à la limite être une bonne idée pour un épisode de Lucky Luke. Bah oui, parce que nos héros qui visent super bien et arrivent même à stopper une armée de robots à deux, et essayer de faire donc des super tricks avec leurs pistolets. En exemple de super trick, par exemple, on pouvait avoir, essayer de casser la base d'un cactus pour le faire tomber sur quelqu'un. Et ça marchait pas dans l'histoire parce que justement, Spirou et Fantasio ils tiraient à blanc et du coup c'était le tireur d'élite qui était obligé de le faire. Sauf que en fait, le gag de fin, c'est que les balles en fait elles étaient pas à blanc. Et du coup ça marche pas. Bref, c'est une histoire où nos héros passent pour des naïfs candides à la limite de l'imbécilité. On a des points de scénario qui ne fonctionnent pas vraiment. C'est selon moi l'histoire la plus faible des 4 de cet album. On fait passer la vision de nos personnages comme la vision de l'Européen moyen contre celle de la réalité des États-Unis, mais la vraie Amérique finalement elle est présente quelques cases, et nos héros passent pour des imbéciles, et je déteste ça. Et pourtant c'est le nom de l'album. Eh ben ça promet. Une mouche au plafond. Et vous êtes prêts à voir le mal de mer? Parce qu'on va changer d'histoire. Bon, ça c'est normal dans une anthologie, mais on va aussi changer et d'auteur et d'époque. Et on va remonter en arrière. On va remonter à une histoire de JG sortie dans le journal de Spirou en 1949, avant même la sortie de la dernière histoire du premier album, Spirou chez les Pygmées. Et si j'appréciais au moins le premier album pour la consistance de l'auteur et le fait de pouvoir voir son style évoluer, là forcément cet album perd totalement ce point. Surtout qu'on retourne en plus sur un style moins léché que Franquin. Bon, je dois confesser un biais. Je n'aime pas forcément le trait de JG. Voilà. Je le trouve lourd sur certains points, notamment des traits parfois over surexagérés, qui ne marchaient pas avec la technique de la bande dessinée de l'époque. Aujourd'hui, je pense que ça rendrait mieux, mais avec la technologie qu'il avait à l'époque, vraiment ça ne rend pas bien. Je le trouve incapable de rendre bien les choses, en fait, je trouve. Et on a aussi un dépouillement hyper sec des décors, et même parfois des intrigues, au profit finalement du spectacle simple. JG, c'est un peu la forme au-delà du fond. Néanmoins, j'apprécie quand même les deux histoires de JG ici. Donc bon, ce sera pas trop fort au moins. Bon, par contre, on peut se demander pourquoi JG revient. Ah oui, il est parti, il a laissé les clés à Franquin normalement. Eh bien, il se trouve que Franquin a ce qui est qualifié aimablement de coup de mou par son éditeur suite justement à un désaccord avec cet éditeur, Dupuis, lors de la publication de Spirou sur le ring. Donc bon, coup de mou, c'est la façon polie qu'a l'éditeur de dire que Franquin, il est pas très content que Dupuis soit venu et lui dire que il appréciait pas trop en fait le côté populaire de la bande de gosses pendant le combat entre Spirou et Poil Dur. Alors que rétrospectivement, c'est clairement une des forces de l'histoire aujourd'hui. Bref, Franquin avait flanqué en fait carrément sa démission, mais comme il y avait un contrat d'1 an et en fait il avait des histoires en avance, on va essayer de temporiser pendant que la bande fait son petit voyage en Amérique. Et donc JG va donc faire une petite histoire en essayant que l'atmosphère se détende, finalement de chaque côté de l'Atlantique. Bon, c'est pas tout ça, mais de quoi ça parle une mouche au plafond en fait? Eh ben l'intrigue en elle-même, elle est assez simple. Spirou rentre chez lui et paf, il est accroché au plafond. Comme si la gravité fonctionnait à l'envers pour lui. Et que pour lui, parce que Spip à côté, il est pas touché. Bref, c'est pas normal. Il appelle donc son poteau Fantasio parce que, oui, à l'époque, ils vivent pas ensemble, ça viendra plus tard. Fantasio, lui, il est malade, il a un torticolis, du coup, il croit que son pote se fout de sa gueule parce qu'il faut regarder au plafond et lui, il peut pas parce que le coup, tout ça. Bref, Fantasio, il est très grognon, bon, il vient quand même, mais seulement qu'au bout de quelques gags téléphoniques, dont notamment déjà des embrouilles avec le rédacteur du journal. Ça va être un thème.
Bref, Fantasio vient quand même. En effet, la situation, elle est chelou, ça discute un peu. Spirou récupère une gravité normale au bout d'un moment, mais Fantasio, il reste dormir. C'est plus sûr, comme ça on peut voir comment la situation évolue. Et paf, pendant la nuit, ça recommence, et Spirou est coincé au plafond. Bref, le rouquin s'énerve, il tape du pied au plafond, comme s'il était au plancher, et on entend un rire qui vient de l'appartement du dessus. On découvre que le cas du dessus, en fait, c'est un espèce de sorcier qui peut manipuler la gravité, qui s'amuse à faire des tests sur son voisin du dessous, donc Spirou. Et bref, on appelle les flics, ça embarque tout le monde au poste, et puis voilà que le sorcier s'échappe, il cambriole des banques, parce que pourquoi pas, après tout, et Spirou et Fantasio ne réussissent à l'arrêter que grâce à des bottes lestées pour la plonger. Bon, alors, j'avoue que je vois pas particulièrement bien pourquoi ça fonctionnerait, puisque jusqu'ici le poids n'a jamais été un problème pour les pouvoirs du sorcier, mais bon, il fallait bien finir l'histoire. Et à l'époque encore, la méthode c'est de dessiner avec juste quelques cases de vision et on verra bien comment on se débrouille après. C'est de l'improvisation totale, comme le journalisme. Une méthode que Franquin a utilisée lui-même jusqu'à il y a un sorcier à Champignac, le tome précédent, et qui fait vraiment qu'on a un sentiment de retour en arrière massif en lisant cette histoire, qui est dessinée depuis le Mexique et la maison de Cuernavaca, où vivaient alors JG et sa famille, et où passaient régulièrement Maurice et Franquin, alors dans la Pampa, aux Amériques. Bon, j'ai l'impression que je vais encore pas mal parler de ce voyage en Amérique et de la disposition de l'atelier de JG, donc parlons-en une bonne fois pour toutes. JG est l'artiste le plus fiable des Dupuis depuis le début du journal de Spirou, et donc beaucoup de jeunes talentueux lui sont envoyés. 3 resteront chez lui dès 1946 et s'installeront dans la maison familiale, avec la femme de JG et ses enfants. Will Maltate, qui reprendra Tiff et Tondu et dont on parlera pour d'autres albums de Spirou, Maurice, le créateur de Lucky Luke, et Franquin, qui donc a repris Spirou des mains de JG. En 1948, JG entraîne sa famille et 2 de ses copains, Maurice et Franquin, dans un voyage aux États-Unis. JG souhaite s'y installer, considérant alors l'Europe, le vieux continent comme il dit, comme beaucoup trop instable politiquement et s'attend à de nouvelles guerres. Maurice, bien sûr, est intéressé et souhaite en même temps réussir à être publié en Amérique et aussi pour documenter Lucky Luke. Franquin, lui, il faut l'avouer, suivait un peu le mouvement sans trop de conviction, étant plutôt intéressé par l'esprit de camaraderie avec ses amis que par des envies de carrière. C'est ainsi que quand paraît Spirou sur le ring, ces histoires ont été réalisées longtemps à l'avance, et Dupuis en fait lui fait des remarques à distance. Spirou fait du cheval, c'est une histoire qui a été refaite un peu à l'arrache parce qu'en fait elle a été perdue avec les bagages d'un peu tout le monde, parce que l'histoire était dans les bagages. Et bref, comme ça l'histoire elle est prête, le temps que ça se calme. Et heureusement ça va se calmer, Franquin commencera à dessiner Spirou chez les Pygmées, notamment la partie à Bruxelles, à Mexico. Et rejoindra ensuite sa fiancée Liliane qu'il a laissée au pays et qui lui manque énormément. C'est ainsi que Franquin sera le premier de l'équipée à rentrer au pays, au juillet 1949, après presque un an d'équipée. Le plus souvent en compagnie de Maurice, que ce soit du Mexique, au froid du Canada, où les deux apparemment se prirent la tête, ça jeta un petit froid entre les deux pendant quelques semaines. Bien sûr, ils se réconcilièrent après. Le point anecdote. Oui, je sais, beaucoup d'anecdotes, peu d'analyses, mais de 1, la véritable histoire de Spirou du couple Pissavi-Verneau, c'est une mine d'or. Vraiment, si vous voulez en savoir plus sur Spirou et tout ça, vous pouvez y aller à fond. Et 2, en tant que fan de Spirou et de Lucky Luke, cette petite anecdote que je vais vous raconter, je la trouve extrêmement cool. Bref, vous savez le nœud pape que Maurice se trimballe souvent et qui fait partie de son apparat finalement quand on le caricature, il a été acheté aux États-Unis pour faire plus professionnel auprès des éditeurs américains. Donc oui, Franquin se baladait à travers le monde avec un super pote en chemise et nœud papillon. Ça me rappelle un truc, pas vous? Bref, fin de l'anecdote. Bref, comme vous le voyez, le contenu des 3 premiers albums se chevauche en termes de création, puisque cette histoire de mouche au plafond a été dessinée avant Les Chapeaux Noirs, que Franquin a fait son retour en Belgique, et que c'est pas fini, parce que là on va parler de Spirou et les Hommes Grenouilles. Spirou et les Hommes Grenouilles. Bonjour et bienvenue en 1951, où JG dessine officiellement, pour la dernière fois, une histoire de Spirou et Fantasio. Alors, pourquoi est-ce qu'on va voir JG ce coup-ci, Encore de l'eau dans le gaz entre les Dupuis et Franquin? Non.
Tout simplement, Franquin a connu quelques chamboulements dans sa vie. Il s'est enfin marié avec sa chère Liliane pendant la publication d'Il y a un sorcier à Champignac dans le journal. Et la maman aussi de Franquin, elle est morte en avril 1951, après une opération pour une tumeur au foie qui semblait s'être résorbée. Puis finalement, malheureusement, non. On peut imaginer que par camaraderie, et comme c'était un peu la norme entre les auteurs de Spirou maison à l'époque, l'entraide a prévalu, et JG a donc assuré cette histoire le temps que la famille de Franquin surmonte cette perte, et aussi prenne un peu de temps peut-être pour eux. JG, lui, à l'époque, est revenu sur le vieux continent dans la seconde moitié de l'année 1950, après des essais infructueux dans le Nouveau Monde, que ce soit dans les galeries d'art mexicaines ou encore auprès des éditeurs de comics américains. Certes, il eut quelques expositions dans des galeries mexicaines, et quelques pages publiées, comme une histoire courte en 6 pages dans le numéro 6 de Romance Trail. Bon, alors c'est le dernier numéro de la série, ça veut dire qu'on fait un test aux USA, et le fait qu'il n'y ait pas de suite, ça veut un peu tout dire. Pauvre JG. Mais bon, il est rentré, mais pas à Bruxelles. Ce dernier s'est au contraire installé dans la ville de Cassis, dans le Midi français, où il a rejoint la famille Gillin, et disons que c'est pas un hasard si cette histoire se déroule à Cassis-sur-Mer, près de la Méditerranée, sans doute non loin de Marseille. Et je dois l'avouer, c'est peut-être mon histoire préférée de l'album. Spirou rejoint Fantasio, qui s'est lancé dans une nouvelle lubie, comme c'est souvent le cas pour Fantasio dans les histoires de JG. Ce coup-ci, il s'est acheté un petit bateau pour faire visiter les Calanques. L'histoire va certes un peu dans tous les sens au début. Il y a les embrouilles avec les autres navigateurs, puis les embrouilles avec la vieille touriste anglaise qui n'hésite pas à taper Fantasio quand le bateau s'arrête suite à une avarie au milieu de l'eau. Puis, alors que nos héros dorment toujours en pleine mer, ils sont abordés par des bandits qui fouillent la mer pour un trafic de diamants, ils sont relâchés sur un rocher non loin, ils tombent sur un ancien officier de marine qui cherche à démanteler le trafic, et vous voyez, c'est pas un scénario très fluide, tout est une succession d'événements sans queue ni trop de tête. Mais il y a de très jolies scènes, Spirou va sous l'eau par exemple en combinaison avec de très jolis fonds marins, et je mets en place un compteur de possibles morts sous l'eau pour Spirou. Ça va nous être utile pour la suite de notre rétrospective, je vous assure. L'eau est possiblement le pire ennemi du personnage, c'est ma thèse personnelle et je vais la défendre pendant toute cette série de vidéos. JG, comme dans son habitude, quand il doit faire une histoire en fait après qu'il ait passé le personnage à Franquin, va faire des références justement au travail de son successeur. Il avait déjà réussi à placer le créateur des plans du robot, le professeur Samovar, dans une des dernières cases de Comme une mouche au plafond. Et il réussit ici à parler du X1, le produit qui décuple la force, cet extrait de champignon du comte de Champignac. Chaque personnage a son petit moment de bravoure une fois que les enjeux sont élevés, c'est-à-dire à partir du moment où il y a les bandits. Fantasio sauve la situation, même Spip bouffe le cul d'un bandit. Non, la deuxième partie, elle est très bien, un peu bavarde, certes, mais pour une histoire improvisée au fil de l'eau, c'est vraiment pas mal. Il nous reste une dernière histoire à voir, une histoire de Franquin, créée avant même le tome 2, Il y a un sorcier à Champignac. Et cette histoire s'appelle Mystère à la frontière. Mystère à la frontière. Et cette histoire est ma deuxième histoire préférée de l'album, ce qui fait de ce troisième album l'inverse définitif du premier, où je préfère les 2 premières histoires aux 2 dernières. Alors, j'insiste un peu sur le fait que cette histoire a été créée avant Il y a un sorcier à Champignac. Car pour Franquin, c'est Mystère à la frontière, puis finalement Champignac, qui montre vraiment une envie de faire des histoires compagnardes, centrées sur son environnement direct, qui prime pendant quelques temps. Après tout, Franquin et Spirou ont beaucoup voyagé, il est peut-être temps de se poser un peu, non? D'où cette petite histoire centrée sur un principe tout simple, et si on utilisait un avion télécommandé pour faire passer de la drogue entre les frontières? C'est le cas ici dans la campagne près du village fictif d'Enragimont, qui est censé être à la frontière entre la Belgique et la France. L'intrigue de l'histoire est qu'il y a tout un trafic de drogue, l'icoïne, qui a pour effet secondaire de donner le hockey. Icoïne, vous l'avez. S'ensuit donc beaucoup de courses-poursuites, des imbroglios avec le commissaire empoté Coustan, et c'est une bonne petite histoire bien honnête en fait. Et on a souvent tendance à sous-estimer cette histoire alors que elle est assez importante. Déjà, Franquin continue à utiliser la modernité. Les avions miniaturisés et radiocommandés sont alors plutôt une nouveauté, dont un de ses amis, Géo Salmon, fait de temps en temps sur la plaine d'Etterbeek. Et de cette vision du petit avion, il en sortira cette histoire sympathique. Mais le plus important, c'est sur le style de Franquin.
Pour beaucoup de gens, dont moi finalement, c'est ici que Franquin se sépare vraiment du style JG pour commencer à se développer tout seul. Juste avant l'histoire de Champignac, donc, c'est surtout la fin qui le montre. C'est pendant cette histoire que Franquin va commencer à sortir du gaufrier imposé et à faire des images plus grandes, à travailler sur 2 images par bande au lieu de 3. C'est que l'éditeur Dupuis demande 2 pages de Spirou par numéro, donc 2 pages par semaine. En travaillant 2 images par bande, Franquin passe de 21 images à dessiner à seulement 14. Et donc plus d'applications passées sur ses dessins, et donc plus, finalement, d'espace où s'exprimer. Cela, malheureusement, ne se voit pas, ou en tout cas beaucoup moins dans la version album, où Dupuis a effectué des changements de cases assez malheureux ici et là, mais dont le vrai crime est d'avoir remis ces cases dans un schéma de gaufrier pour des raisons de maquette. La version publiée dans le journal est infiniment meilleure du point de vue graphique pour cela. Rappelez-vous que pour Franquin, les chapeaux noirs et Mystère à la frontière se suivent. Or, il y a un gouffre entre les deux. Tout le bien graphique que l'on peut trouver au tome 2, il y a un sorcier à Champignac, se trouve déjà dans cette histoire. Franquin prend le contre-pied de la mode de l'époque, qui est d'aller chercher l'aventure aux 4 coins du monde et de faire de l'exotisme. Ici, Franquin se concentre sur ses environs immédiats, et cela fait un bien fou à son trait et à ses scénarios. Alors, cela ne veut bien sûr pas dire que l'exotisme va disparaître, mais plutôt qu'il sera panaché. Peut-être une leçon venant d'Hergé, et de son diptyque Le secret de la licorne, le trésor de Rackham le Rouge, qui après tout nous explique que le trésor, il n'est pas à l'autre bout du monde, mais bien chez soi, si on cherche bien. Une leçon que Franquin semble aussi avoir saisie dans sa vie personnelle, en revenant dans son pays natal et se marier avec sa fiancée, après avoir tenté l'aventure américaine. Et finalement, c'est plutôt en paix avec cet album que je commence à conclure cet épisode et cet album. Je continue à penser que c'est le pire album de la série, car il n'a aucune consistance interne, et n'a même pas l'avantage de nous montrer l'évolution continue d'un auteur. Mais il est aussi le témoin de la fin d'une période pour le personnage, l'entre-deux où Franquin a fait sien l'univers du Groom, en mettant finalement de lui-même, avec son entourage immédiat, avec les scènes compagnardes, ou encore en créant ses propres personnages autour de Spirou, Spip et Fantasio, comme le comte de Champignac, ou alors bientôt... mais c'est encore une surprise. C'est un album dont l'histoire derrière sa création est finalement plus intéressante que les histoires de l'album. Et ça, ça en fait un mauvais album à lire. Mais ne le vouons pas aux gémonies pour autant, et tentons de réhabiliter ce qu'on peut, tant pis pour Les Chapeaux Noirs et Comme une mouche au plafond, et tant mieux pour Mystère à la frontière et Spirou et les hommes grenouilles. Et comme petit dossier de fermeture, comme j'aime bien dire, parlons de comment les cases ont été harmonisées au pied de biche par Dupuis dans cet album. Oui, on en a déjà parlé, mais les planches en grand angle sont écrasées dans la dernière histoire et ça ruine toute la construction même du scénario, voire même des gags. Je veux dire, le sommet du gag, en général, tu le mets en bas de page, tu vois, histoire de te donner envie de tourner la page, tu vois. Et ici, c'est parfois en plein milieu de page et ça ruine un peu tout. La dernière case d'une page est faite pour donner envie au lecteur de tourner la page. Elle est travaillée pour ça. Ici, elle est perdue au milieu de la page et il n'y a pas ce petit bonbon de fin de page qui est fait pour te donner envie. Pire, il y a parfois des actions moins claires, car parfois ce sont des cases faites pour se répondre et qui se retrouvent normalement sur la même page. Mais là, en fait, elles sont l'une derrière l'autre. Non, ça ne fonctionne pas. Mais il fallait que cela tienne dans le nombre de pages que l'éditeur avait décidé pour sa maquette, et c'est un choix bien mal avisé, à mon sens, qu'a choisi l'éditeur. Mais même sur d'autres histoires, comme Les Hommes Grenouilles, la maquette a fait énormément de mal à l'histoire. Plutôt que d'expliquer pourquoi il y avait une page en plus dans le journal, l'éditeur va faire étirer une petite case sur 2 cases, faisant ainsi ce qu'il ne faut absolument pas faire en bande dessinée, et révéler les artifices du dessin, fait que pour que la première impression se passe bien. Ici, les traits de construction deviennent visibles, on a une impression criante de manque de détails, alors que c'est normal en fait. On n'est pas censé voir jusque-là. On ne le peut que parce que la case a été tirée bien au-delà de ce qu'elle devrait, et c'est une décision de l'éditeur. Bref, c'est une bien horrible façon de dire au revoir à JG, alias Joseph Gillin, un monsieur à qui le monde de la bande dessinée doit énormément, mine de rien. Et bref, il est désormais temps pour Franquin, l'héritier, d'assumer seul Spirou. Dans un 4e album qui s'appelle Spirou et les héritiers.
Et franchement, la vie elle est bien faite des fois quand même. Et voilà, c'était la fin de ce 3e épisode de Spirologie, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais qu'il a été très très long en anecdotes, je vous rassure que les prochains seront plus analytiques qu'anecdotiques. Et voilà, j'espère que vous appréciez quand même. Et puis bah voilà, je suis désolé pour les temps un peu longs, mais voilà, j'ai des soucis de santé et bah aussi il faut faire pas mal de recherches. Voilà, à une prochaine fois.